Chers amis, bonjour. Nous avons le grand plaisir et le grand honneur, après le Canada, d'avoir la Belgique dans nos murs, en la personne du professeur Dieudonné Leclerc. Donc Dieudonné Leclerc est pédagogue, il fait de la recherche en pédagogie, et je suis très mal à l'aise, parce que ça a été mon prof, et j'en garde un très bon souvenir. Donc je le laisse parler avec vous de la métacognition. Je voulais qu'il appelle son truc métacognition pour les nuls. Il m'a dit c'est pas pédagogique du tout. Donc du coup, voilà, métacognition et métadécision. Dieudonné, c'est à toi. Merci bien. Merci Christine, je suis aussi heureux d'être parmi vous. Alors, je vais essayer d'expliquer les deux mots, leur utilisation. Cette diapo, c'est pour expliquer que je travaille d'une part à droite à l'Université de Liège dans la faculté de psychologie et sciences de l'éducation et faculté de médecine, et à gauche dans l'Université de Paris 13 depuis 34 ans avec le LEPS que vous connaissez probablement. Ah oui, ce que vous voyez là, http://orbi-ulg.ac.be, c'est ce qu'il faut faire pour obtenir toutes nos publications de l'Université de Liège gratuitement, téléchargeables, open access. En décembre 2017, donc il y a à peu près 4 mois, à Nantes, dans un colloque Anne Césu, j'avais présenté un exposé qui s'appelait « Les rouages des décisions en urgence ». Et j'avais présenté un peu ce schéma-ci. Autrement dit, j'avais dit, il y a une grande décision que l'on doit adopter et que l'on doit prendre, c'est oser passer à l'acte. C'est un problème qui ne concerne pas tellement les professionnels, mais la plupart des non-professionnels, c'est leur gros problème. C'est de passer ou non à l'acte, et je vais un peu creuser ce non-passage à l'acte. Et puis, alors, une fois qu'on a passé à l'acte, eh bien, il y a toute une série de micro-décisions. Donc, je fais la différence entre la macro-décision de passer à l'acte ou non, et d'autre part, les micro-décisions qui consistent, alors, vous connaissez tous les actes techniques, et post-action, c'est le debriefing que vous connaissez bien. Eh bien, je vais ajouter à ce schéma aujourd'hui les aspects métacognitifs, c'est-à-dire ce à quoi les gens pensent pendant qu'ils agissent, ou avant qu'ils agissent, ou après qu'ils agissent. Donc, la couche réflexive, la couche métacognitive. Et je vais, ça c'est la métacognition, et dans la métadécision, je vais creuser les aspects affectifs. Alors, le plan de l'exposé, il y a 4 parties. La métacognition, les aspects théoriques, la métacognition des données expérimentales, la métadécision en urgence, aspect théorique, et la métadécision en urgence, données expérimentales. Dans la première métacognition, je ne parlerai qu'un seul aspect, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, pour pouvoir être sûr de voir aussi le deuxième aspect. Donc le premier aspect, ce sera uniquement les degrés de certitude, mais en fait la métacognition, c'est beaucoup plus que ça. Et je vais commencer donc par métacognition théorie. J'ai pris une définition de cognition, l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance et mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception. Autrement dit, c'est tout, quoi. Hein, c'est tout. Hein. Pourquoi pas hein. Bon, pourquoi pas. Je veux dire, c'est tout, pourquoi pas, mais ça veut dire que ça n'aide pas beaucoup, parce que quand c'est tout, c'est presque rien. La métacognition, c'est un mot qui a été créé par John Flavel en 1979, même un petit peu avant, mais ça n'a pas grande importance. Et il le définit comme la cognition sur la cognition, ce que j'appellerais la métagnosis, autrement dit, en grec, cognition, on connaît, bon. Et il l'a défini comme 2 aspects, la cognition sur la cognition, c'est-à-dire ce que nous savons sur le fait de connaître. La mémoire à court terme, les pauses de rappel, la nécessité du sommeil, enfin la cognition sur la cognition. Et puis alors, je vais me focaliser uniquement sur le deuxième aspect signalé défini par Flavel en 79, c'est l'autogestion de sa cognition. L'autogestion de sa cognition. Et les Américains, les écrits américains distinguent essentiellement d'une part le monitoring, l'auto-observation, et d'autre part le contrôle, l'autogestion de sa propre cognition à soi. Et c'est uniquement de ça que je vais parler un petit peu plus. Il existe dans l'European Association for Learning and Instruction, for Research in Learning and Instruction, EARLI, un Special Interest Group dont je fais partie, un groupe d'intérêt spécial de recherche qui s'appelle Metacognition and Learning, qui a son propre journal. Je vous recommande ce journal, Metacognition and Learning.
Il existe un article assez célèbre de Nelson et Narens 1990 qui s'appelle Métamémoire. Alors c'est important qu'ils aient intitulé ça Métamémoire parce qu'en fait, comme les autres auteurs que je signale en dessous de cet intitulé, ça ne traite que de la métamémoire, la métaconnaissance, mais connaissance de mémoire. Or, ça veut dire l'aspect le plus basique, le plus élémentaire, le plus niveau 1 de la taxonomie de Benjamin Bloom, que vous voyez là. Hein? Et vous le savez tous, vous connaissez la taxonomie de Bloom. La mémoire, elle est là, la connaissance de mémoire, et puis au-dessus, il y a la compréhension, l'application, l'analyse, la synthèse. Donc Nelson et Narens, dans le fond, ne font que de la méta-mémoire, ne travaillent que... Et beaucoup de recherches ont été faites sur uniquement la méta-mémoire, ce qui n'est pas suffisant, évidemment, et c'est la raison pour laquelle, si je reprends la taxonomie de Bloom, je me suis intéressé, parce que je connais Bloom, j'ai un peu travaillé avec Bloom, je me suis intéressé à la méta-compréhension, à la méta-vigilance et à la méta-évaluation, et c'est là que je vous parlerai de la méta-décision. Donc on n'aura pas le temps de parler de la méta-compréhension, que ce soit extrêmement intéressant, la méta-vigilance non plus, mais il faut bien résumer des choses et en sauter d'autres. Alors, une définition de la métacognition. La définition que je vais vous proposer est fondée, basée, inspirée par une définition que Marianne Poumet et moi avons donnée en 2008, donc il y a exactement 10 ans, mais il y a des modifications, et je vous dirai lesquelles. Qu'est-ce que c'est la métacognition? Alors, j'ai vu beaucoup de définitions, à partir de Flavel, il y en a eu des tas, et Marianne et moi, nous avons trouvé que ça ne nous aidait pas à penser. C'était trop flou, trop vague. Alors nous avons forgé une définition opérationnelle. Et cette définition opérationnelle, la voici. À 3 moments, pré, per, post, ça vous avez déjà vu dans le schéma que j'ai présenté. 4 opérations. Une opération d'autodescription de ce qu'on fait, de ce qu'on pense, d'auto-jugement, degré de certitude par exemple, autodiagnostic, c'est très important, nous n'aurons pas l'occasion de creuser ça, mais c'est important, et enfin autorégulation. Sur 2 objets, les processus mentaux ou le résultat, la réponse visible. Alors, il y a une différence entre la réponse visible et le processus mental qui a donné lieu à la réponse visible. Et dans 4 situations, des situations d'apprentissage, où il n'y a pas le stress, les situations d'épreuve écrite, la situation de simulation, mais où l'individu sait que c'est une simulation, et enfin la situation réelle, en gros, en caméra cachée, c'est-à-dire où l'individu agit sans savoir qu'il est observé. Alors ça fait évidemment beaucoup de possibilités, nous n'allons en voir que 2 ou 3 sur l'ensemble de l'exposé. Et ceci, ça correspond à ce que Miller, mais George E. Miller, pas George A. Miller, en 1990, décrivait comme know and know how, show how, en simulation, show how, montrez-moi comment on fait, et do. Bon, enfin c'est... Alors, je vous disais, définition de métacognition en 3 moments, préaction, péraction, post-action. Et je vais donner un exemple qui est bien connu. Une étudiante doit passer un examen. Alors, avant, elle l'étudie chez elle, dans sa chambrette. Au moment de l'examen, avec tous les autres autour d'elle, elle passe l'examen écrit. Et puis, après l'examen, elle a les réponses correctes. Comme vous voyez ici, on voit les réponses correctes. Et étant donné les réponses correctes, elle réfléchit, elle réfléchit sur la façon dont elle a agi dans l'action. Et là, il y a 4 opérations, comme je l'ai dit, description, jugement, diagnostic, régulation, et 4 opérations à chaque étape. Et 2 objets, produits et processus, je l'ai dit aussi, dans 4 situations. Eh bien, je vais juste un petit peu approfondir l'auto-jugement sur une réponse en évaluation écrite. Et ça, c'est les degrés de certitude. Donc, je vais juste creuser cet aspect-là. C'est un aspect sur 48. Il y a 48 modalités, je vais creuser une des 48. Pourquoi les degrés de certitude? Comme le disait Bertrand Russell, le problème dans ce monde est que les imbéciles sont sûrs de tout et que les sages sont pleins de doutes. Et Mark Twain, États-Unis cette fois-ci, disait « Ce qui nous nuit, ce n'est pas ce que nous ignorons, mais ce que nous savons, mais qui est faux ». Alors, j'ai écrit un article qui s'appelle « La connaissance partielle chez le patient, pourquoi et comment ». Si vous voulez creuser ce que je vais dire, c'est dans cet article qui est téléchargeable gratuitement, que je vous recommande de lire un peu plus posément, parce que maintenant, je parle très vite, évidemment, puisqu'on a commencé avec du retard. Le degré de certitude, avec quel pourcentage et quel code? Eh bien, n'utilisez surtout pas des mots.
N'utilisez pas, si vous utilisez un jour des degrés de certitude, n'utilisez pas peu sûr, moyennement sûr, très sûr, aussi sûr que ta mère, etc. parce que ça n'a pas le même sens pour tout le monde. Utilisez plutôt, et voilà les deux articles récents de 2016 qui s'appellent « J'en suis aussi sûr que vous, mais pas avec le même pourcentage ». Et l'autre qui s'appelle une mata-analyse des degrés de certitude verbaux, où là, au lieu de présenter mes expériences que j'ai faites depuis une quarantaine d'années, j'ai essayé de faire un survol de la littérature et pour tuer les degrés de certitude verbaux, parce que mata, en espagnol, ça veut dire matar, ça veut dire tuer. Alors, une échelle de probabilité ou de pourcentage de chance, voilà ce que je recommande. Alors qu'on le code 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou autrement, ce sont les multiples de 20 en fait. Hein, vous voyez 0, 20, 40, 60, 80, 100. Comme les gens, à juste titre, moi aussi, n'aiment pas utiliser 0% parce que ça exclut toute possibilité de réussir, ni 100% parce que ça exclut toute possibilité de se tromper, qu'on dise 5 ou 95, c'est comme si on disait 0 et 100, c'est à peu près la même chose. Et ce sont en gros les doigts de la main. Je suis sûr à 20%, un doigt sur 5, c'est 20%, 2 doigts, c'est 40, 3 doigts, c'est 60, 4 doigts sur 5, c'est 80, et 5 doigts sur 5, c'est 100, et évidemment, le point fermé, c'est 0. Et j'appelle ça le grossissement 6. On peut avoir des grossissements moins importants, mais c'est moins intéressant. Tant qu'à utiliser les degrés de certitude, allons jusqu'au degré de finesse dont l'être humain est capable. Et il est capable de quoi? Le maximum de l'acuité humaine, j'ai passé beaucoup de temps à étudier cette capacité humaine en degré de certitude, eh bien, sur l'échelle allant de 0 à 100%, c'est en gros 6. Pourquoi? Parce qu'il y a une erreur de mesure, donc chaque fois qu'on dit 40, en fait, il y a une incertitude qui tourne autour, et cette erreur de mesure est en gros de 10%. Mais 10%, comme vous le savez, étant donné la distribution gaussienne, c'est à multiplier par 1,96 pour avoir un P0,5. Alors, il ne faut pas, je recommande de ne pas utiliser moins de 6 degrés de certitude, parce que c'est ce que j'appelle une consigne compressive, ni plus de degrés de certitude, parce que c'est une consigne illusoire. Bien sûr, quelqu'un peut dire, je suis sûr, à 42% et pas à 43%. C'est une précision extrêmement fine, mais elle est illusoire. On n'est pas capable de faire ça. Alors, la connaissance partielle que l'on va essayer de mesurer par les degrés de certitude, c'est une évaluation qui reflète vraiment l'état des connaissances. Et au lieu d'avoir correct, incorrect, oui, non, 1, 0, eh bien, on peut exprimer le spectre des qualités d'une réponse. De part et d'autre de l'ignorance totale, il y a d'une part la connaissance assurée, la maîtrise, et de l'autre côté, la méprise. Donc, il y a pire que ne pas savoir, c'est savoir des choses fausses. Et on peut être plus nuancé que cela, et vous voyez qu'on peut trouver des mots pour dire la méconnaissance, la méprise assurée, douter, il y a toutes sortes de nuances. Voici entouré en noir, à 60, la position spectrale de la quantité d'une réponse. On a pris une réponse, l'individu a donné la réponse correcte avec 60%, on a pu positionner la qualité de sa réponse sur le spectre qui va de moins 100 à plus 100. Ou de moins 95 à plus 95. Deuxième chapitre de mon exposé, la métacognition des données expérimentales. J'ai étudié l'utilisation des degrés de certitude dans divers contextes, dans divers domaines, et souvent des domaines liés à la vie, liés à des risques vitaux. J'ai commencé par les pilotes d'avion, et puis mes étudiants de l'Université de Liège et de Paris, et aussi du Chili et du Pérou. Les urgentistes, et on va en reparler, je vais me concentrer évidemment ici sur les urgentistes, les soins infirmiers, les patients diabétiques et d'autres patients, la transfusion sanguine, l'hémovigilance et la radioprotection. Mais il y a d'autres domaines où on a travaillé aussi. Alors, je prends un exemple. 4000 étudiants entrant dans les universités belges francophones, ils ont répondu en 1999 à un test de vocabulaire difficile, vocabulaire français difficile, comme corroboré, implicite, latent, enfin des mots comme ça. Et les réponses correctes et incorrectes se sont distribuées comme ceci. Pour 4000 étudiants entrant dans toutes les universités, 49% de réponses étaient correctes et 46% étaient incorrectes. C'était des questions à choix multiples à 5 solutions, plus autres, plus toutes. Autres et toutes en plus. Donc ça fait en gros 50-50. À peu près la moitié sont correctes et l'autre moitié sont incorrectes.
Mais on peut, grâce au degré de certitude, être beaucoup plus nuancé que ça et exprimer ça en qualité spectrale. Et voilà quelle a été la distribution spectrale. Et on voit qu'à l'extrême droite, les corrects avec un degré de certitude élevé, c'est-à-dire plus de 60%, il y en avait 33%. Et ça, je les appelle utilisables. C'est-à-dire ils sont corrects et ils sont tellement sûrs qu'on va les utiliser. Mais à l'autre bout, à l'extrême gauche, il y a à peu près 20% de dangereuses, qui sont données aussi avec un degré de certitude supérieur à 60%, enfin 60, 80 et 100%, qui sont dangereuses. Et entre les deux, elles sont inutilisables. C'est-à-dire que l'individu est tellement peu sûr qu'il ne va pas les utiliser. Et souvent, il a raison d'ailleurs de ne pas les utiliser, parce qu'il va vérifier, il va poser des questions, il va temporiser. Si je prends maintenant des résultats obtenus non plus sur du vocabulaire chez des étudiants qui entrent dans les universités, mais dans des situations de formation en urgence, sur l'urgence, voilà, sur connaissance sur la chaîne de survie en hôpital neurologique, une expérience qui a été faite en 2004. On a formé des personnes et puis on a mesuré leur connaissance sur un plan, une chaîne de survie en hôpital avant et après formation, en pré et post. En pré-test, on avait 58% de corrects. En post-test, sur le test, peu importe le test, 72%. Et ça donnait telle distribution. Et cette distribution, en bleu, c'était celle du pré-test. Et en rouge, celle du post-test. Et on est très content parce qu'on voit qu'au post-test, ça a été meilleur. Et surtout, le nombre de corrects avec la certitude maximale était nettement plus élevé au post-test qu'au pré-test. Et vous voyez que là, on a une courbe qu'on appelle en J, avec un escarpement beaucoup plus fort au post-test. On est très content. Mais quand on regarde alors la partie de gauche, on voit que les réponses incorrectes qui étaient ici en bleu se sont effondrées. Elles se sont effondrées. Il y a beaucoup moins d'incorrects, forcément, puisqu'il y a plus de corrects, il y a forcément moins d'incorrects. Mais, vous voyez que les incorrects avec 100% de certitude sont passés de 8% à 11%. Et c'est ce que j'appelle la queue du scorpion. C'est-à-dire que c'est comme si le scorpion était là, puis on a sa queue là. C'est-à-dire, et ça, c'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux parce que c'est ce dont les personnes sont sûres, alors que c'est faux. Et ça, ce serait invisible si on n'avait pas les degrés de certitude. On dirait, il y a moins d'erreurs après qu'avant, sans entrer dans les détails. Une autre façon de mesurer alors le réalisme cette fois-ci, c'est de comparer le taux de réponse correcte avec la certitude moyenne. Et c'est une autre expérience qui a été faite dans les auto-écoles. Comment traiter une hémorragie, la réponse correcte étant comprimée, sur 3 publics différents. Un public, c'est les étudiants d'auto-école avec une formation de secouriste, les autres sans formation, et puis des étudiants du secondaire tout venant. Et on voit qu'ils sont tous les 3, la formation quand même de secouriste double à peu près la qualité des réponses. Hein. Ça n'a quand même pas servi à rien, c'est substantiel. Mais tous les 3 sont en surestimation ou, si vous voulez, sous-performance. Autrement dit, c'est un phénomène général que nous surestimons notre capacité de performer. Dans un autre plan, plan MASH, on avait ce genre de courbe que vous commencez maintenant à comprendre, à connaître, et on voit qu'au post-test de la formation sur MASH en hôpital, on a une courbe bien meilleure au post qu'au pré. Mais du côté des erreurs, du côté des incorrects, on a un effondrement des fausses, on a un effondrement, mais vous voyez que la queue du scorpion est restée la même. Donc sur les pires, il n'y a pas eu de gain sur les pires. Et ça, c'est assez courant qu'on observe ça. C'est que, voilà, la queue du scorpion est restée la même. Alors, ce dont je viens de vous parler, c'est ce qui est en rouge. Je viens de vous parler du jugement sur les produits, donc sur des réponses en évaluation. Je pourrais, mais je n'ai pas le temps, de vous parler de l'autodiagnostic sur les processus. Et ça, c'est après, quand on a donné les réponses correctes à l'étudiant, qu'on en a discuté, qu'on en a débattu. Alors, j'invite les étudiants à réfléchir aux raisons, aux causes de leurs erreurs ou aux causes de leurs doutes. Ils peuvent donner des réponses correctes, mais en doutant, de se demander pourquoi. Je n'ai pas le temps. Enfin, j'en ai prévu si on avait le temps, mais le taxi en a décidé autrement. On n'aura pas le temps. Mais ça vaudrait la peine de creuser ce genre de choses, mais je vais sauter à autre chose.
Pardon? On y reviendra. On y reviendra. J'ai trop peur de ne pas voir un peu la métadécision parce que. Oui, mais on y reviendra. Donc, je les ai en fin de. Alors, donc l'autodiagnostic à chaud, pour que vous sachiez, je le pratiquais, parce que maintenant je n'ai plus des étudiants, ils étaient 400 dans ce grand amphi de 700 places, et vous voyez que j'ai laissé ici, je leur ai demandé de ne pas s'asseoir dans les rangs 3, 6, 9, 12, 15. Ils sont 400, mais répartis dans un amphi de 500, pour pouvoir présenter le micro dans la salle à n'importe qui, par l'avant ou par l'arrière. Et chaque question est débattue, chaque réponse, et c'est à ce moment-là qu'on fait le fameux autodiagnostic. Je dois leur laisser le temps, parce que ça prend du temps d'autodiagnostiquer, et c'est un temps qu'on ne prend pratiquement jamais. Et vous le savez bien, aussi bien en médecine qu'en pédagogie, pas de remède ou pas de prescription s'il n'y a pas un diagnostic. Et très souvent, les universités pêchent par le fait qu'on convoque tout le monde à la remédiation, et tout le monde y va, enfin, un certain nombre y vont, mais il n'y a pas de diagnostic, ce qui fait que la remédiation, c'est un peu comme si dans un hôpital on disait, les 100 malades qui sont en train d'attendre doivent aller à la salle 17 où ils vont recevoir le médicament, sans diagnostic, puisque, bon. Donc ça, c'est plus tard si on a le temps. Je reviens à la métamémoire, la métacompréhension, la métavigilance. Ça aussi, j'en parlerai plus tard si on a le temps. Hein. Ce sont des problèmes différents de ce que je viens. Je vais maintenant focaliser sur la deuxième partie, comme promis, la métadécision. Métadécision en urgence. Je reviens sur le schéma où il y a ici un sommet comme d'une montagne osée, il y a le après-osé, il y a le avant-osé. Alors le après-osé, vous le connaissez bien, enfin vous connaissez tout évidemment, mais le après-osé, ben, c'est l'action, et puis le debriefing après. Je vais me focaliser uniquement sur l'avant-osé. Pour une raison que je vais dire, c'est que en décembre 2017, Monsieur Dame, je ne sais pas son prénom, comment ? Oui, Cédric Dame a fait un exposé à Nantes, et dans son exposé ressortaient plusieurs chiffres. J'ai retenu 2 chiffres. Les données du registre REAC de 2017 disaient 53% seulement des personnes interviennent lors d'un accident cardio-respiratoire, 53%. Et lui présentait une expérience de caméra cachée, et dans son expérience de caméra cachée sur 11 personnes, 58% des 11 adultes, je sais bien qu'on doit... pardon, des 19. 58% des 19 adultes intervenaient. Donc voilà, on est dans ce chiffre-là. Et j'ai un ami qui a aussi pratiqué depuis bien plus longtemps la caméra cachée, c'est Marcel Friedman, professeur à l'université de Mons, psychologie sociale. Il a écrit un merveilleux bouquin, un merveilleux livre de 2005 qui s'appelle « Violence, indifférence ou altruisme ». Et il a pratiqué la caméra cachée, mais avec de grands nombres de sujets, et notamment des enfants, des adultes et des enfants. Et sur 169 enfants, eh bien, en gros, c'est ceci, hein, il reconstitue, mais en réel, ceci, c'est une bande dessinée. Un enfant qui traverse la cour, et devant lui, il y a un autre enfant avec des béquilles qui tombe à terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va le contourner, l'enjamber, choter dedans? Enfin, vous savez, hein, donc il a un peu mesuré tout ça. Et ce qu'il a observé, c'était aide indirecte 9% et aide directe 13%. Il a étudié ça en plus de détails, selon qu'il y a des témoins, des observateurs, enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais donc, j'en ai conclu qu'il y a un gros problème, pas pour les spécialistes, pas pour les professionnels de l'urgence, mais pour le grand public, qui parfois est formé à l'urgence, c'est la non-intervention. Autrement dit, l'abstention, pardon. Pardon, c'est pas moi, c'est Sigmund. Donc, l'abstention. Hein, l'abstention. Et donc, cette fameuse macro-décision osée, qui était le titre hein, du colloque que vous avez organisé en décembre, cette macro-décision est évidemment influencée par la motivation. Et qu'est-ce qu'il y a derrière la motivation? Eh bien, un autre Québécois, un grand ami de Denis et de Jacques et de moi aussi, Roland Viaud, dont je vais montrer la photo, a donné a fait une proposition quant aux facteurs qui motivent l'engagement, l'engagement et la persévérance. Autrement dit, il s'agit ici des leviers, des forces positives qui font qu'on s'engage, qui font qu'on dans une tâche. Et
mais il y a des forces négatives et des forces positives. Et Roland Viau, que voilà, après avoir lu la littérature, il a fait une synthèse de la littérature sur les expériences qui ont été faites et sur les grands facteurs qui ont été mis en évidence, et il en a retenu 3 essentiels, 3 prioritaires, 3 plus importants. C'est d'une part la perception de valeur. Alors le mot perception est très important parce que ça veut dire subjectif. La perception subjective que chacun d'entre nous a des valeurs. Ce n'est pas la loi ou ce n'est pas le journal officiel, c'est la perception de chacun. Perception de la valeur d'un acte, de la valeur ici d'intervenir. La perception du contrôle. Autrement dit, plus je fais des efforts, plus j'ai des chances de réussir. Ou bien, il y a des tas de circonstances qui vont m'empêcher de réussir, même si je fais des efforts. Et enfin, la perception d'autocompétence. Vous connaissez Albert Bandura, le sentiment d'efficacité, c'est à peu près la même chose. La perception, l'autocompétence. Mais ça, ce sont les forces positives. Et avec ce que je viens de vous dire sur les statistiques que j'ai observées, et que vous avez observées évidemment, de non-intervention, j'ai pensé qu'il était important de creuser un peu, c'est pour ça que je me suis mis là, la motivation à s'abstenir, la motivation à fuir, autant que la motivation à approcher. Et c'est évidemment les forces négatives, les résistances, les freins, comme les a étudiés Erwin Rosenstock dans le Health Belief Model de 1973, pour ceux qui connaissent Erwin Rosenstock. Et là, je pense que pour bien approcher ce problème des motivations positives et des motivations négatives, nous avons besoin de la théorie des décisions. Et la théorie des décisions, je l'ai personnellement très fort étudiée dès mon doctorat en 1975, et elle prend à peu près la moitié de mon article acide dans Éducation thérapeutique du patient en 2010. Et ça s'appelle d'ailleurs acide. Les facteurs au cœur de la théorie des décisions. Alors, je vais vous expliquer la théorie des décisions. Je pense que pour réfléchir à ce problème des forces positives, des forces négatives, la théorie des décisions peut nous aider. D'autant plus que c'est une théorie qui a été beaucoup appliquée en psychologie, en économie, et je sauterai tout le temps de l'économie à la psychologie, à cause des termes qui ont été utilisés, qui ne sont malheureusement pas les mêmes en psychologie et en... Alors, ça remonte à Aristote. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la théorie des décisions, mais j'ai identifié 4 moments clés. Aristote, Blaise Pascal, Bernoulli, et puis tous les penseurs modernes de la théorie moderne des décisions, donc du XXe siècle en gros. Je pourrais entrer dans les détails, mais si vous me le demandez, j'exposerai cette dia-là. On n'a pas le temps. Alors, théorie des décisions. Que dit la théorie des décisions ? Il dit il y a décision quand une personne doit choisir entre plusieurs actions. Un homme qui n'a qu'un pantalon n'a pas de décision à prendre. Il met ce pantalon-là. Une dame qui n'a qu'une robe n'a pas de décision à prendre. Elle met cette robe-là. Alors ici, combien il y a de décisions ? En gros, il y en a 2. Il y a l'action 1, intervenir, et l'action 2, s'abstenir ou fuir. En gros, je simplifie beaucoup. Mais la théorie continue, et la théorie dit chaque action a des conséquences positives et des conséquences négatives. Ça veut dire qu'il est inutile d'essayer de trouver une action qui n'a que des avantages ou une action qui n'a que des inconvénients. C'est un peu illusoire, des positives et négatives. Et quelles sont ces positives ? Des conséquences du genre, voilà, je vais en énumérer une série. Je mets en vert les positives et en rouge les négatives. La victime revient à la vie, c'est positif. Ça améliore, mon intervention améliore l'image de moi comme témoin. Ça entraîne un suraccident. Pendant que je suis en train de sauver la victime, il y a d'autres victimes qui, suraccident, vous savez ce que c'est. Mourir soi-même par excès d'effort, c'est un inconvénient. Aggraver la situation. Être poursuivi en justice pour blessure involontaire. Mais s'abstenir a des avantages. On gagne du temps. On n'est pas distrait par cette personne qui vient nous chipper notre temps. Mais aussi être poursuivi en justice pour non-assistance. Donc, des conséquences positives, des conséquences négatives. Alors, les économistes appellent utilité, je suis désolé, mais c'est comme ça, si vous lisez la littérature, vous rencontrerez ce mot-là, donc je ne peux pas le contourner. Eh bien, pour un économiste, l'utilité, c'est la valeur personnelle. Donc, pour un économiste, la valeur de cette montre, c'est ce que le marché en donnerait. Si je sors ici sur le marché d'Amiens et je dis combien m'en donnez-vous pour votre montre, ce sera peut-être en moyenne 1,50 €.
On me dit, on vous donne 1,50 €, vous donnez la montre. Non, 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 j'y tiens beaucoup plus. Et pour des raisons que je n'ai pas envie, vous êtes un peu invasif. Non, je n'ai pas envie de dire, mais j'y tiens beaucoup plus. Vous voyez? Attractivité personnelle, eh bien les économistes appellent ça utilité. Donc le mot, je vais maintenant utiliser les mots des économistes, la valeur, c'est la valeur que tout le monde partage, celle du marché, ce que le marché en donne, tandis que l'utilité, c'est la valeur personnelle, perso. Bon, c'est comme ça, c'est les mots qu'ils ont choisis, tant pis, je dois bien mis. Alors utilité, valeur perso, fois probabilité. En effet, la théorie des décisions dit ceci, nous finissons par choisir l'action qui maximise les utilités probabilisées et qui minimise les inconvénients négatifs, les utilités négatives probabilisées. C'est compliqué, hein, mais en gros, ça fait UP. Donc les utilités probabilisées, c'est les utilités, les attractivités ou répulsivités, si elles sont négatives, probabilisées fois les probabilités qu'on lui admet. Pour vous donner un exemple, quelque chose qui me serait particulièrement répulsif, ce serait de recevoir, là, maintenant, une bombe atomique sur la tête. Alors pourquoi je ne suis pas dans un abri bétonné suisse? Parce que j'estime que la probabilité, enfin, vous avez compris, hein, donc on peut entrer dans plus de détails, mais vous voyez l'importance. Donc en fait, je multiplie l'un par l'autre. Enfin, multiplier, c'est une façon de parler. Hein. On va dans un premier temps parler de multiplication, puis on verra ce qu'il faut penser du signe multiplié. Et donc, on a, pour chacune des conséquences, une utilité personnelle. Donc, Béatrice n'a pas forcément la même utilité que moi en ce qui concerne que la victime revienne à la vie, parce que ça dépend qui est la victime. Il se pourrait qu'elle connaisse la victime et qu'elle se dise hein, « c'est dommage que tu n'aies pas... » Enfin, bon. Donc, on a chacun... Et nous avons chaque fois des couples d'utilité fois les probabilités. Hein, vous voyez, les couples, et puis on va essayer de minimiser ça. Alors maintenant, je vais entrer dans la quatrième partie, la métadécision en urgence. Maintenant que vous avez eu la théorie, je vais donner des données expérimentales que j'ai récoltées très récemment. Et ça m'intéresserait de prolonger ce genre de recherche avec le Simucity. Alors, je reviens sur le schéma et je vais vous parler de l'évaluation par questionnaire que j'ai fait donc assez récemment, où j'ai mesuré les utilités, j'ai essayé de mesurer les utilités d'une vingtaine d'étudiants. Avec la question suivante, valeur ou utilité, gravité des conséquences. Dans la rue, alors que je suis le seul témoin et que je ne suis pas pressé, je tente de réanimer une personne inconnue qui est en arrêt cardio-respiratoire. Et que... Alors, tout va être dans les « et que ». Donc, on va voir toute une série de conséquences, et pour chacune des conséquences, on va demander l'utilité. Sur quelle échelle? Alors, donc, j'ai inventé une échelle, et cette échelle va... la conséquence est douloureuse pour moi, ou elle est gratifiante pour moi. Alors, ça veut dire quoi, douloureux? Jusqu'où va-t-on? Vous connaissez les Visual Analog Scale qui vont de 0 à 10, mais on ne sait pas ce que veut dire 0 et ce que veut dire 10. Donc, ici, j'ai mis extrêmement douloureux et ici, extrêmement gratifiant. Et le petit étoile veut dire, qu'est-ce que ça veut dire extrêmement douloureux? Eh bien, voilà. Extrêmement gratifiant, c'est sauver la vie sans séquelles à la personne que vous aimez le plus au monde. Et extrêmement douloureux, c'est mourir moi-même dans l'action. Bon, on peut définir autrement, hein, mais c'est pour que vous sachiez comment ça a été fait, quoi. Voilà. Ce jour-là, c'est ce que j'ai mis sur la feuille et c'est à ça qu'il est répondu. J'aurais mis autre chose, on aurait eu d'autres résultats, évidemment. Hein. Voilà. Donc, on reverra après que tous ces instruments sont améliorables, hein, et justement améliorables avec des personnes comme vous qui êtes plus compétentes dans ce domaine que moi. Alors, évidemment, quand les personnes font une croix quelque part, moi, je sais comment traduire la croix. Autrement dit, en fait, moi, je sais qu'il y a un maître ruban. C'est un peu comme dans les Visual Analog Scale. Le médecin, lui, à l'autre côté, il connaît le ruban, si je peux dire. Hein, il connaît la métrique. Et voilà ce que ça a donné comme question. Donc, dans la rue, alors que je suis le seul témoin, et qu'elle meurt, alors il y a dans mes bras, mais plus tard à l'hôpital, elle revit, mais sans séquelles de son incident et sa réanimation, mais pas grâce à moi, elle revit, mais pas grâce à moi, ou bien elle revit grâce à moi, et puis alors elle revit, mais, avec des séquelles légères, exemple, difficulté à une main, sans qu'on m'en accuse, et puis et qu'on m'en accuse moralement, et qu'on m'en accuse légalement. Et puis vous avez séquelles graves, moralement, accusées légalement, séquelles très graves, légalement, moralement, enfin vous voyez.
Voilà, c'était en gros la bonne dizaine de questions que j'avais posées. Alors, il y a un petit étoile aussi sur qu'on m'accuse légalement ou moralement, et c'est aussi commenté parce que, suite à une mauvaise manœuvre de ma part, j'ai aggravé la situation. Hein, donc, voilà. Alors, j'ai mis de petits dessins pour que, donc, ici, la personne meurt. Là, tout est OK. Là, elle a des séquelles minimes. Là, elle a des séquelles relativement graves. Et là, elle a des séquelles très graves. Vous ne le voyez pas, mais c'est une personne qui est dans le coma. En gros, hein, bon. Attention, les étudiants n'avaient pas les dessins. Hein. C'est à vous, pour qu'on se rappelle de ce qu'il y a là-dedans. Les étudiants n'avaient pas de dessin, ils n'avaient que des mots. Et ici, pour nous, j'ai mis aussi chaque fois, c'est la petite balance de la loi. La loi nous attend là. Bon. Et j'ai demandé les utilités. Et voilà ce que ça a donné, par exemple, pour un certain nombre d'étudiants. Chaque étudiant est une verticale, est une colonne. Et évidemment, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, et j'en ai, je crois que c'était 22, je ne me rappelle plus, une vingtaine d'étudiants. Et vous voyez qu'il y a des personnes qui, pour la même issue, la même conséquence, le voient positif et d'autres négatifs. Autrement dit, nous avons des utilités différentes pour... Enfin, la façon dont c'est mesuré, hein, on peut mettre l'instrument de mesure, évidemment, en cause, c'est évident. Et on peut, ces utilités, on peut les mettre en corrélation avec une autre question dont je n'ai pas encore parlé, mais cette autre question était la probabilité que je pratiquerai la RCP. Et vous voyez que le premier étudiant ou étudiante a répondu 90, le deuxième 15% comme probabilité que je pratiquerai la RCP, le troisième 100%, le quatrième 80%, le cinquième 80%, et enfin c'est comme ça. Donc on peut mettre en corrélation les utilités et la probabilité estimée que j'interviendrai. J'ai fait la même chose, évidemment, pour les probabilités. Donc les utilités, c'est attractivité, répulsivité, les probabilités, c'est les probabilités. Alors voilà des réponses sur les probabilités, et vous le savez, sur probabilité en pourcentage. Et tout doit faire 100%. Donc chaque colonne doit faire 100%, puisque c'est des probabilités et que tout ça s'exclut. Chacun s'exclut. Et vous allez voir, j'ai fait le total ici. Celui-ci a totalisé à 100%, celui-là à 100%, celui-ci à 96, 100, 99, 100, en gros. Hein, peu importe qu'il soit trompé de 4% en gros. Hein, bon. Et vous voyez qu'il y a des différences assez notables. Par exemple, cette personne-ci ne voit en gros que des probabilités de catastrophes. Il ne voit que les catastrophes possibles. Tandis que la personne à côté, elle a 70% de « il vivra sans séquelles, mais pas grâce à moi ». Or, ce sont des visions de l'avenir, des visions de prédictivité complètement différentes. Et puis, vous voyez qu'il y a quand même une grosse majorité ici qui disent à peu près « il va mourir plus tard à l'hôpital ». Mais ils sont quand même plus nuancés parce que le reste... Enfin, vous voyez ce que c'est les probabilités et ce que c'est les utilités. Bien. J'ai aussi, à côté de ça, qui est totalement subjectif, essayé de faire sur les mêmes personnes une épreuve objective. Qu'est-ce qu'ils savent de la réanimation cardiopulmonaire? Qu'est-ce qu'ils en savent? Avec une question toute simple, c'est quels sont les actes à poser, point d'interrogation. Et là, donc, j'ai mesuré des connaissances, ils ont fait une description, et en plus, je leur ai demandé un certain type de jugement qui n'est pas tout à fait des degrés de certitude, vous allez voir quoi. Et voilà comment j'ai mesuré un peu leurs compétences. En cas d'arrêt respiratoire, c'est cardio-respiratoire, oui, désolé. Quelles actions mener? Eh bien, ils ont écrit, peu importe, vous ne savez peut-être pas lire vous ne pouvez pas lire d'où vous êtes, mais enfin, ils ont écrit, bon. Et aussi, il y avait une deuxième question, c'est, je pense avoir listé, ici, la personne a écrit, 70% des actions qu'il faut mener quand on est seul. Donc, ceci, elle estime qu'elle a à peu près donné 70%. C'est un auto-jugement de la réponse, vous vous rappelez, jugement dans la métacognition, de la réponse, pas du processus. On ne lui a pas demandé comment ça vous est venu par la tête. Hein, les traces que vous voyez, c'est-à-dire les réponses, eh bien 70%. Je ne vous parle pas de l'autodiagnostic ni de l'autorégulation, je ne les ai d'ailleurs pas pratiqués avec eux. Voilà une autre réponse, plus longue, etc. Et cette personne-ci a répondu, je crois que j'ai à peu près listé 80% des actions qu'il faut mener.
Ça, et ces réponses-là, on doit les comparer aux normes. Autrement dit, est-ce que ce qu'ils ont dit correspond à ce qui est requis? Et ça, les normes, vous en êtes des spécialistes, moi non. C'est pour ça que quand je vais commencer à faire des corrélations avec les normes, ma façon de noter les réponses, elle est très discutable, et vous êtes par contre tout à fait à même de dire il est beaucoup plus important de les mettre en position de sécurité que... L'importance relative de chaque réponse, voilà, ça c'est un sujet de discussion, mais c'est le principe que je veux vous expliquer ici. Et entre les degrés de certitude et ce qu'ils ont vraiment écrit, il y a le problème du réalisme. Il y a les personnes qui pensent qu'ils n'ont pas écrit suffisamment, et par contre, leurs réponses, quand on les analyse, sont excellentes, et vous avez l'inverse, les personnes qui se surestiment et qui pensent avoir mis beaucoup, et puis en fait, quand on analyse, ça c'est le réalisme. Le réalisme, c'est, dans l'auto-évaluation, par certitude, c'est la correspondance entre les pourcentages de réponses correctes donc c'est l'intersection entre ce qu'ils ont répondu et ce qui est attendu. Vous voyez, il y a une petite intersection là, une superposition. Est-ce que le niveau est satisfaisant? Ça, c'est un jugement que nous devons... Ça veut dire aussi, est-ce qu'on doit réintervenir? Est-ce qu'on doit refaire une couche de formation? Est-ce qu'on doit rééduquer? Niveau satisfaisant. Et ce que je viens de dire à propos des connaissances, on peut se poser la question aussi à propos des probabilités. Est-ce que les probabilités qu'ils ont estimées que la personne meurt sont des probabilités sensées, ou faut-il corriger leur vision qu'ils ont des probabilités? Kiff pour la vision des utilités. Est-ce qu'il est vrai qu'on sera poursuivi? Et là, c'est très différent d'un pays à l'autre. Par exemple, aux États-Unis, il vaut mieux ne pas tomber sur le trottoir en arrêt cardio-respiratoire, vous ne serez pas secouru parce que les gens ont trop peur des poursuites légales. En Chine, maintenant, c'est fou, ils sont plus américains que les Américains. Maintenant, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en poursuivant ceux qui les ont secourus. Et légalement, enfin, autrement dit... il existe aussi à l'inverse une loi qu'on appelle la loi du bon samaritain, mais tout ça n'est pas connu par le public. Donc le public se fait des idées, est-ce qu'on doit intervenir? Est-ce que le niveau de représentation sur les utilités, sur les probabilités, sur les connaissances est suffisant? Ça me paraît crucial de réfléchir à ça, et comme je vous l'ai montré, nous avons des données. Alors les données, je vais terminer quand même par vous les présenter. Résultats au questionnaire et au test de 22 étudiants, 18 filles et 18 filles et 4 garçons, dont 17 ont un diplôme de soignant, 7 ont déjà assisté à une RCP, une vraie, pas une simulée, 0 en ont pratiqué eux-mêmes, 4 n'ont reçu aucune formation à l'RCP, et 18 ont reçu une formation à l'RCP en 8 et 36 heures. Bon. Alors, j'ai pensé avoir énuméré 66%, c'est la moyenne. En moyenne, tous ceux. Et on retrouve à peu près les mêmes chiffres, 2 tiers à peu près, qui pensent que, ben oui, ils savent. Probabilité que je mènerai une RCP, 48% en moyenne. Bon, c'est comme ça. Mais par contre, 48%, c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière cette moyenne? Eh bien, quand on trace la distribution, j'ai été très surpris en la traçant, je vois qu'il y a en fait 2 groupes. Il y a un groupe d'étudiants, ils sont 10, qui estiment qu'ils n'interviendraient pas, 10 sur les 22, qui estiment très basse la proportion d'intervention, de 0 à 30%. Et puis il y a un groupe là qui estime entre 70 et 100% qu'ils interviendraient. En fait, la moyenne, on voit combien une moyenne cache des choses. Il y a en fait 2 groupes. Et c'est très intéressant pour faire des corrélations parce que plus la dispersion est grande, plus les corrélations peuvent être mises en évidence. Alors, je fais référence à un article récent de 2017, je crois, de Riquet, Brun, Fret et Divernois et Gagnère. Je me sens qu'avant, une étude de 21 adolescents, et ils ont demandé à 21 adolescents, et ils ont répondu je me sens capable de commencer un massage cardiaque à plus de 70%. Je reprends leur publication. Et dans le questionnaire d'urgence, D, ça veut dire décision en urgence, D, urgence, décision en urgence, où j'avais 22 étudiants, mais universitaires, et en sciences de la santé publique. Je pense avoir listé 66% des actions à mener. Voilà.
Et la probabilité que je pratiquerai 48, je vous ai déjà dit ça. Alors, la mesure objective des connaissances, quelles actions mener, quel poids donner à chaque savoir. Et là, je vous ai dit, je suis incapable de donner un bon poids, mais j'ai quand même dû faire l'exercice, j'ai quand même dû me dire, ils ont listé toute une série de choses, j'en ai à peu près listé une quinzaine, les voilà, la quinzaine, que vous connaissez évidemment, c'est sécuriser les lieux, vérifier qu'il n'y a pas d'eau et d'électricité près du patient, de la victime, mettre la victime à plat sur le dos, vérifier les paramètres, enfin, vous connaissez tout ça. Et les 1, c'est chaque fois que chaque étudiant en vertical y a répondu. Et là, en rouge, c'est moi qui ai mis des poids. Alors là, je suis le moins bien mis de toute la salle pour mettre des poids, mais j'ai bien dû mettre des poids. Et avec ces poids-là, dont on peut discuter évidemment, dont il faut discuter, avec ces poids-là, j'ai fait les corrélations. Et quelles sont ces corrélations? Eh bien, le problème, c'est de prédire statistiquement la probabilité que je pratiquerai la RCP. Mais c'est la probabilité subjective, c'est ce qu'ils ont dit. Il faudrait, rappelez-vous dans le schéma de départ, ici on est avec du papier-crayon. Une meilleure estimation, ce serait en simulation, et une encore meilleure, ce serait dans la vie réelle avec caméra cachée. Ici, on est dans le papier-crayon. Mais dans le papier-crayon, quelles sont les corrélations? Eh bien, que la personne meure dans mes bras, la corrélation est de 0,03 quand on multiplie l'utilité par la probabilité, et de moins 0,02. Autrement dit, c'est rien, c'est zéro, la corrélation est nulle. Si on prend les seules probabilités, la corrélation reste nulle. Si on prend les utilités, la corrélation est nulle. Et donc, je n'ai pas trouvé de corrélation, de prédiction entre les utilités et les probabilités du fait que le patient meurt dans mes bras et meurt plus tard à l'hôpital et les déclarations de probabilité que je pratiquerai la RCP. Par contre, que la positive, que la victime vive sans séquelles, mais pas grâce à moi, vous voyez que là, on passe à 0,16, et vive sans séquelles grâce à moi, c'est le double. 0,29, c'est le double de 0,16. Et donc là, on commence à avoir des prédictions assez significatives. Si je prends maintenant le négatif, avec des séquelles, il vit, mais avec des séquelles, la victime, avec des séquelles légères, mais je ne suis pas accusé, séquelles légères, mais je suis accusé moralement, séquelles légères, je suis accusé légalement, et vous voyez que là, la corrélation grimpe, 0,64. Donc 0,64, c'est gigantesque comme corrélation, qui explique que les individus passent à l'acte ou ne passent pas à l'acte. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que la corrélation est plus élevée avec je suis accusé moralement que je suis accusé légalement? Parce que c'est une combinaison des probabilités et de l'utilité. Et donc, il faut entrer, alors dans le détail, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail des statistiques ici. Si je prends maintenant les séquences graves, on est à 0,5. Les séquences très graves à 0,48, c'est comme si c'était 0,5. Et en fait, ce qui est important, c'est que la colonne rouge des combinaisons utilité-probabilité est dans 9 cas sur 10 plus prédictive que des utilités seules ou des probabilités seules. Ce qui me renforce dans l'idée qu'il faut tenir compte des deux, la combinaison des deux. Et les autres prédicteurs, parce qu'il y avait d'autres prédicteurs. D'abord, avant d'entrer dans les autres prédicteurs, retour à l'hypothèse. Rappelez-vous qu'il y avait l'hypothèse que les forces positives et les forces négatives doivent être toutes les deux étudiées, pas seulement les positives. Et on voit que la prédictivité des utilités probabilisées négatives est beaucoup plus élevée, prédictivité, que celle des positives. Et en conclusion, je dis, il faut aussi s'occuper des freins. Il ne faut pas s'occuper que des moteurs, il faut s'occuper des freins. Alors, est-ce que c'est des idées fausses? Est-ce que c'est des idées justifiées? Mais il faut s'en occuper. Alors, les autres corrélations, c'est très intéressant, je ne vais pas entrer dans trop de détails. Quelles actions mener? 0,46. Donc, la connaissance des actions à mener est prédictive, elle aussi. Les degrés de certitude, je pense avoir listé 0,45, c'est à peu près la même corrélation. La corrélation entre les deux est beaucoup plus faible, 0,21, c'est un problème de réalisme. Avoir été témoin d'une RCP réelle, c'est très prédictif aussi, même un peu plus prédictif un tout petit peu, que la connaissance elle-même. Les heures de formation, assez mal mesurées, donc la faible corrélation pourrait être liée au fait que j'ai mal mesuré ça, on peut en discuter. Avoir un diplôme de soignant, c'est aussi prédictif, 0,30, et que le témoin soit masculin, 0,17, mais comme c'est calculé sur 4 personnes, il y avait 4 garçons, ça n'a pas grande... Et d'ailleurs, j'ai mis un point d'interrogation parce que
que je ne sais pas à quoi attribuer ça. Tandis qu'ici en rouge, j'ai attribué au savoir-faire, aux connaissances, à l'affectivité, aux connaissances, au savoir-faire et aux connaissances, et aussi ici l'image de soi de mon article acide. Voilà, on pourrait passer, je crois que c'est très intéressant, à l'analyse statistique des réponses pour chacune des questions. Par exemple, ressenti, donc utilité. Si la victime meurt dans mes bras, ben, on voit qu'il y a des personnes très affectées et des personnes indifférentes. Si on prend maintenant ressenti, si la victime vit sans séquelles, mais pas grâce à moi, il y a des indifférents et il y a des appréciants. Et, tiens, c'est étonnant que... Ah non, grâce à moi ici, vous voyez que des gens qui apprécient beaucoup que... Ici, désolé, j'ai mal lu la dia. Enfin voilà, on peut entrer dans les détails de chacun, vous doutez bien que ça peut faire l'objet de séminaires. Par exemple, si je prends ici le ressenti des séquelles très graves et on est accusé, vous voyez que là, ça grimpe du côté négatif, forcément. Alors, avant de terminer, parce que j'ai pratiquement terminé, je signale ce dont je n'ai pas parlé et qui serait tout aussi intéressant, mais avec d'autres concepts, avec d'autres modèles que la théorie des décisions, quoique la théorie des décisions intervient aussi, c'est tout ce qui est à droite. Ça, je n'en ai pas parlé, évidemment je n'en parlerai pas. Tout ce qui est à droite, c'est les rouages que vous connaissez très bien de la mise en œuvre des séquences d'actions à mener et le debriefing, etc. Donc je pense que ça bénéficierait aussi d'une étude approfondie grâce à la théorie des décisions. Et ça devrait l'être en situation simulée, mais aussi en situation simulée en aveugle, notamment avec caméra cachée. Et faire les liens pré-post et les liens post-pré. Alors la conclusion provisoire, la théorie, ici c'était des décisions, mais il y en a d'autres, les certitudes, la connaissance partielle. La théorie nourrit l'intuition et parfois la sauve quand ça nous trompe ou quand elle est muette. Souvent, quand je ne connais pas de réponse, on me pose une question, je n'ai pas de réponse, je me dis, mais que dirait la théorie ? Alors je déballe, les gens disent, il est malin. Non, j'ai retenu la théorie. Et la théorie, c'est quoi ? C'est l'expérience accumulée et synthétisée, par exemple, dans des travaux comme ceux de Roland Viau, dans les méta-analyses. C'est ça la théorie. Ça ne vient pas c'est pas quelqu'un qui a pris son crayon et qui s'est dit, il a tenu compte d'un ensemble de recherches faites avant lui. L'intuition, source d'hypothèse, nourrit à son tour la théorie. Donc on a des intuitions, par exemple ici cette petite expérience avec 22 étudiants, moi ça m'aide à manipuler la théorie. Des modèles opérationnels permettent d'inspirer la construction d'instruments de mesure. Les valeurs numériques des observations qui précèdent, mais elles sont conditionnées par la qualité des modèles, des questions, des mesures. Et là, quand je mets à améliorer, moi je dis améliorer avec vous, parce que je vous ai montré aussi mes limites. Je suis limité dans la qualité des modèles, dans la qualité des questions, dans la qualité des mesures. C'est quoi les mesures ? Les pondérations, par exemple, que j'ai données à certaines réponses. La nature des échantillons. L'échantillon, on pourrait discuter, oui, mais c'est un échantillon d'étudiants qui font quoique les corrélations, heureusement, disons, échappent un petit peu au problème de l'échantillonnage, mais tout ça est à remettre en cause. Donc il ne faut pas prendre trop les chiffres, les nombres que j'ai donnés, pas prendre trop à la lettre. De telles études suggèrent des actions à mener et de nouvelles hypothèses. Actions à mener, je vous l'ai dit, s'occuper au moins aussi des freins. Alors Jusqu'où aller dans de telles études ? Je dirais, la seule façon de le savoir est de continuer à avancer, et peut-être ensemble. Alors la dernière dia, peut-être je vous parlerai de Edgar Morin. Dans un de ses écrits, Edgar Morin dit on me dit souvent, on entend le mot complexité partout, les choses sont complexes. Vous voyez que vos théories avancent, votre idée sur la complexité avance. Et il dit, non, quand on emploie le mot complexité dans ce sens-là, c'est pour dire on est impuissant, c'est trop complexe, ne nous en occupons pas. Et il écrit ceci. Et je pense que nous avons besoin d'affronter la complexité et que la façon dont nous affrontons la complexité est malheureusement elle aussi complexe. Et ce n'est pas en traitant un problème complexe comme s'il était simple qu'on le fait avancer. Merci pour votre attention.